Je vais te dévoiler 3 actions qui sont sous-évaluées en bourse à l'heure actuelle, mais qui sont d'une très grande qualité pour les investisseurs à long terme. En bonus, je vais te donner mon prix d'achat de chaque action en calculant sa valeur intrinsèque à chaque fois. La première entreprise n'est autre que BlackRock. C'est l'un des leaders dans le domaine de la finance avec un fort pouvoir de négociation sur les entreprises qu'il possède en portefeuille. Il faut savoir qu'au niveau de son prix, eh bien, il n'est pas très joyeux à voir à l'heure actuelle. Depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis janvier, on est à moins 9%, ce qui laisse une très belle opportunité d'achat à long terme. Cette baisse est notamment due en fait à cause des mauvaises conditions économiques. Comme on l'a vu, il y a une hausse des taux d'intérêt, une inflation qui reste assez élevée. Donc forcément, ce n'est pas les moments les plus propices pour un investisseur d'investir. Si tu veux une comparaison, l'action est au prix de 656 dollars à l'heure actuelle contre 966 dollars à son plus haut historique en novembre 2021. Forcément, c'était là que les marchés étaient les plus euphoriques et donc BlackRock profitait grandement de cette tendance lui aussi. Il faut savoir qu'il y a de nombreux points intéressants sur l'entreprise BlackRock. Premièrement, c'est que c'est une entreprise très dynamique, notamment avec son dividende qui est augmenté de plus de 11% par an depuis les 10 dernières années, ce qui est juste considérable quand tu as une stratégie en dividende. C'est également un dividende que j'estime de croissance, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit minimum de 3% de rendement et en plus de cela qu'il augmente de plus de 8% par an et il remplit ces deux conditions-là, ce qui est parfait pour un investisseur qui souhaite développer ses dividendes à long terme et ses intérêts composés. Et enfin, si on regarde le cours sur les 10 dernières années, il faut savoir que l'action a augmenté de 137%, qui est bien plus que la moyenne historique et qu'on parle généralement en bourse des 10% par an et donc des 100% tous les 10 ans. Donc là, on est largement au-dessus et on fait peut-être même un peu mieux que le SP500. Et pour finir, ça reste un acteur incontournable de la finance avec 1000 milliards d'encours sous gestion en 2022. Donc, c'est hyper important de prendre en compte que c'est un acteur qui ne va pas s'écrouler du jour au lendemain, qui est très, très important à la fois aux États et à la fois aux entreprises, parce que tu as certainement déjà vu son PDG parler à Emmanuel Macron, par exemple. Donc, ce n'est pas une entreprise qui risque de s'écrouler dès demain. Évidemment, rien n'est impossible, mais les chances sont plus réduites. Par contre, il y a forcément des points désavantageux à investir sur BlackRock. Premièrement, c'est une activité cyclique, c'est-à-dire qu'elle dépend grandement des conditions économiques. Évidemment, en 2021, début 2022, quand tout va bien, l'entreprise se porte à merveille et touche son plus haut historique. Par contre, à l'heure actuelle, avec une forte inflation, des taux d'intérêt qui augmentent et des investisseurs plus frileux, évidemment, l'entreprise, du coup, baissera majoritairement en bourse et devra attendre de nouvelles vagues de hausse dans le marché. C'est un premier problème à une personne qui souhaite un portefeuille beaucoup plus stable. Et justement, parlant de ça, son deuxième défaut sera son bêta de volatilité. Si tu ne sais pas, c'est très simple. En fait, on va comparer l'action et sa volatilité par rapport au SP500. Le SP500 a une base de 1. Et en fait, si tu as un nombre qui est au-dessus de 1, ça veut dire qu'il y a une plus grande volatilité que le SP500. Et si le bêta est en dessous de 1, ça veut dire que la volatilité de l'entreprise est plus faible que celui-ci. Et malheureusement, BlackRock, il est de 1,3. Concrètement, ce qui veut dire qu'en moyenne, quand le SP500 fait plus 10%, BlackRock fera plus 13%. Et inversement, quand le SP500 fera moins 10%, BlackRock aura tendance à faire moins 13%. Donc ce n'est pas la meilleure action si tu cherches un portefeuille qui n'est pas trop volatile, malheureusement. Maintenant, je vais directement te partager sur mon écran un résumé de la qualité de l'entreprise et de ses différents indicateurs et au prix auquel je serai prêt à l'acheter en fonction de ta marge de sécurité. On va directement passer à l'analyse qualité de BlackRock avec 6 indicateurs différents pour être sûr que l'entreprise est intéressante. Donc, comme on va le voir, le premier indicateur n'est autre que la croissance annuelle du free cash flow. En fait, sur les 5 dernières années, j'ai envie que celui-ci augmente de plus de 8% par an, chose qui est le cas avec BlackRock, qui est de 13% par an, donc un excellent point pour l'entreprise. Ensuite, on a le petit défaut de l'action, selon moi, de mes 6 indicateurs en tout cas, ça va être la croissance annuelle du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années. Je veux que celui-ci augmente de minimum 10% par an. Et le problème, c'est quand on est en dessous, on est à 6,2%. Donc, ce n'est pas dramatique. Mais selon moi, ça peut poser problème si celui-ci vient à diminuer encore avec le temps. Troisième indicateur, on n'est pas dans le rouge, mais presque avec le free cash flow par payout ratio. Selon moi, c'est l'une des meilleures métriques pour s'assurer de la viabilité de dividendes versés par l'entreprise sans que ça n'impacte trop. Et ici, on a 67% contre 70%, le maximum que je suis prêt à accepter. Donc, à vérifier dans les années à venir si celui-ci ne change pas. Ensuite, on va passer au free cash flow par action, qui est un peu comme le free cash flow classique, sauf qu'on le divise par le nombre d'actions en circulation. Je veux qu'il soit au-dessus des 8% par an. Ici, il est de 9,1% par an, ce qui est
tout à fait correct. Enfin, les deux derniers indicateurs, on a la dette sur Edipta. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement en combien de temps l'action BlackRock pourrait en fait rembourser sa dette par rapport à son free cash flow ou son EBITDA juste ici. En fait, eh bien, je ne veux pas que celui-ci dépasse les 3 ans. Ici, on est largement en dessous avec 0,16 ans pour la rembourser théoriquement. Donc, on est parfait là-dessus. Et enfin, dernière analyse, ça va être l'outstanding shares, donc le nombre de circulations d'actions de l'entreprise en fait sur la bourse. Et l'objectif, c'est que ça soit négatif. Pourquoi? Parce que si c'est positif, ça veut dire que le nombre d'actions en circulation augmente et ça, c'est un très mauvais indicateur. Ça veut dire que tu dilues en fait tes positions puisqu'il y a toujours de plus en plus d'actions qui sont émises. Alors que si l'entreprise fait un rachat d'actions et donc que le nombre d'actions diminue d'année en année, l'action que tu possèdes prend de plus en plus d'importance. Et là, c'est justement le cas avec BlackRock, avec moins 1,18% par an de croissance d'actions, ce qui est excellent à mon goût. Ensuite, on va passer directement à la valeur intrinsèque, selon moi, de l'action BlackRock. Donc, il faut savoir que je l'ai calculé avec 4 formules différentes. On va faire la moyenne de tous et vous donner 3 résultats en fonction du niveau de risque que tu es prêt à prendre. Donc, dans un premier temps, on va voir que cette moyenne va nous donner 707 dollars, qui est bien au-dessus du prix actuel, ce qui voudrait dire que l'action est actuellement sous-évaluée théoriquement par rapport à ces calculs-là. Évidemment, ça nous laisse une marge du coup de 9,36% par rapport au prix actuel. Et si tu vas ajouter à cela une marge de sécurité pour être sûr de ne pas faire d'erreur et aussi prendre le moins de risque possible de 5%, eh bien ton prix d'achat maximum serait de 671 dollars, donc inférieur au prix actuel. Maintenant, si on garde les mêmes paramètres, le même prix moyen et le même prix d'achat logiquement et la même marge, mais qu'on augmente la marge de sécurité, c'est-à-dire qu'on ne prend plus 5%, mais maintenant 10% de marge de sécurité, eh bien ça nous donnerait non pas 671 dollars, mais bien 636 dollars. Donc, on est à 10 dollars près d'atteindre cette marge de sécurité-là. À toi de voir si tu souhaites encore attendre un petit peu. Ce n'est pas dit qu'on touche cette marge-là. Mais si on arrive à l'atteindre, ça serait peut-être un bon moment d'entrée pour toi si tu veux une plus grande marge de sécurité. Et enfin, on va voir si tu veux vraiment la plus grosse marge de sécurité optimale, c'est-à-dire 20%. Là, ça sera quand même un peu excessif, mais ça sera notamment pour les personnes qui attendent une grosse correction à l'avenir. Donc, dans ce cas-là, tu devras acheter l'action à 565 dollars. Donc, tu es loin du compte encore à l'heure actuelle, mais certaines personnes veulent prendre un maximum de précautions avant d'acheter une action. C'est tout à fait normal. Par contre, attends-toi à ce qu'elle ne touche pas ce prix-là tout de suite et même peut-être jamais malheureusement parce qu'on est encore loin de cette zone-là. Donc, à toi de voir qu'est-ce qui te correspondra le mieux entre 5% de marge de sécurité, 10%, 20% ou même un petit peu entre les deux. On va maintenant voir la deuxième action que j'ai analysée il n'y a pas très longtemps, qui n'est autre que Wilt Income, qui est l'une des rates préférées des investisseurs. En plus de cela, son cours est à son plus bas depuis 1 an et l'action offre des rendements en dividendes juste exceptionnels. Pour faire un point sur le prix de l'action, depuis janvier, l'action a perdu 21% de sa valeur, ce qui est juste colossal. C'est notamment dû en fait à la hausse des taux. Il faut savoir que ce n'est pas la seule. Si on prend du coup 3N ou également du coup WP carré, ils sont à peu près dans les mêmes mesures. Malheureusement, la hausse des taux a grandement impacté les weights et les investisseurs ne voient pas réellement de possibilités à court terme en tout cas pour ces entreprises-là. Par contre, si tu es prêt à attendre la baisse des taux, c'est à ce moment-là que tu pourras faire une très bonne affaire sur Wealthy Income, si elle existe toujours d'ici là, évidemment. Et si on compare le prix de l'action à l'heure actuelle par rapport à son plus haut historique, il faut savoir qu'en décembre 2020, il a atteint 79 dollars et à l'heure actuelle, l'action s'échange aux alentours des 50 dollars. Donc, on a pris quand même une grosse décote. Et on va voir si ça va être intéressant ou non de se positionner dessus dès maintenant. Pour commencer, on va voir du coup les points intéressants au niveau de Wealthy Income, c'est notamment son rendement en dividende qui n'a jamais été aussi haut depuis la pandémie de 2020, c'est-à-dire qu'on tourne aux alentours des 6% par an de rendement en dividende, ce qui est juste exceptionnel. Deuxièmement, on est une entreprise qui est impactée, mais notamment à cause du court terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de problème au sein de l'entreprise, mais c'est surtout le contexte économique global et la hausse des taux qui vont impacter l'activité. Et donc forcément, comme on peut estimer que la hausse des taux ne va pas durer indéfiniment et que celle-ci finira bien par s'inverser et donc subir une baisse des taux, c'est à ce moment-là qu'on pourra voir l'action reprendre de l'oxygène et aller chercher ses plus hauts historiques à l'avenir. Évidemment, ça ne se passera pas dans les semaines ou les mois à venir, mais plutôt dans les prochaines années. Donc, si tu es un investisseur long terme, ça peut être très intéressant pour toi. Et enfin, il faut savoir que le chiffre d'affaires de Wealthy Income en 2022 a croît de 60%, ce qui est juste exceptionnel, notamment grâce à des nouvelles acquisitions. Donc, ça laisse quand même beaucoup de perspectives d'avenir à cette entreprise. Mais attention, il y a certains points qui jouent en sa défaveur,
comme nous allons le voir. Premièrement, il y a quand même une incertitude au niveau des taux. Si tu cherches à faire un rendement et un bénéfice sur les 2 années suivantes, je te conseillerais pas forcément Realty Income parce qu'on ne sait pas si d'ici 2 ans, les taux sont réellement si bas que ça. On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas le prédire. Deuxième problématique de Realty Income, c'est son Price Earning Ratio, c'est-à-dire son PER. Il est un peu élevé selon moi, il est de 40. Évidemment, on va payer un petit premium sur l'entreprise. C'est une action à dividende mensuel. En plus de cela, c'est un dividende aristocrate. Donc évidemment, on va devoir payer un peu plus cher ce type d'actions qui sont prisées par de nombreux investisseurs. Mais ça peut déranger certains d'avoir un cours aussi élevé, ou en tout cas son PER. Et enfin, malheureusement, même si c'est un dividende mensuel, ça reste quand même un dividende qui augmente très lentement, aux alentours des 3% par an, juste assez pour couvrir l'inflation, mais ce n'est pas un dividende aussi rapide, malheureusement, que BlackRock, comme nous l'avons vu juste avant. Maintenant, je vais te partager en direct le résumé de l'analyse de qualité de Realty Income, mais également à quel prix je serais prêt à l'acheter sur mon écran. Premièrement, la croissance annuelle de l'AFFO. Je ne prends pas le free cash flow parce qu'ici, on est sur des rates et ça a une spécificité, c'est qu'on n'analyse pas de la même manière une action individuelle d'une rate ou d'un autre secteur. C'est très important à prendre en compte. Ici, je veux que celui-ci dépasse les 5% par an. Et ici, on est tout à fait dans le vert avec 5,39% par an sur les 5 dernières années. Donc, à ce niveau-là, on est parfait. Au niveau du chiffre d'affaires, même chose que BlackRock. Je veux que ça dépasse les 10% par an de croissance sur les 5 dernières années. Ici, on est à 23,8%, ce qui est excellent, notamment avec un gros boost de 2022 qui joue quand même pas mal dans la balance. Encore une fois, on a comme le free cash flow sur payout ratio, mais ici, ça va être l'AFFO sur payout ratio, comparable à BlackRock où je ne veux pas qu'il dépasse les 70%. Ici, la particularité, il faut savoir des rates, c'est qu'en fait, ils sont obligés de distribuer du coup 90% de leurs revenus taxables sous forme de dividendes. Donc forcément, celui-ci va être plus élevé, mais je ne veux pas qu'il dépasse les 90% pour les weights. Et ici, on est encore une fois dans le vert avec 76%, donc largement en dessous, et qui laisse même une marge de sécurité à Realty Income s'ils souhaitent augmenter leurs dividendes, ce qu'ils font de manière trimestrielle. Ensuite, le ROC, donc le Return on Invested Capital, qui est très important pour une weight également. Je veux qu'il soit minimum égal à 3%, voire supérieur à celui-ci. Ici, on voit qu'on est à 3% pile poil. Il faut savoir que les années précédentes, on était majoritairement à 4%. Il y a eu forcément 2020 qui est passé par là, qui a joué son rôle. Donc, je ne doute pas le fait que Realty Income puisse remonter dans les années à venir. Et ici, on respecte tout de même, en fait, cet indicateur-là. Et enfin, le même indicateur que BlackRock sur dette et sur EBITDA. Ici, je ne veux pas qu'il soit inférieur à 3, mais inférieur à 7, parce qu'une weight, en fait, sont beaucoup plus qu'une entreprise classique de manière générale pour faire des acquisitions. Je veux que celui-ci soit inférieur à 7 ans, donc une dette qui peut être théoriquement remboursée en moins de 7 ans. Ici, c'est encore une fois le cas avec 6,6 années pour rembourser cette dette théoriquement. Donc, on est parfait et on va directement calculer la valeur intrinsèque de Realty Income. Donc, encore une fois, on va faire suivant les 3 marges de sécurité, 5%, 10% et 20%. Donc, premièrement, on va voir par rapport à 5% de marge de sécurité. Le prix moyen de la valeur intrinsèque nous donne 61,69 $, là où à l'heure actuelle, le prix s'échange aux alentours des 49,94 $. Donc, on est largement en dessous du prix intrinsèque, ce qui nous laisse une marge de 23,52%. Et si on veut avoir 5% de marge de sécurité, on devrait acheter notre action maximum à 58,60 $. Donc là, théoriquement, ça serait un bon moment de rentrer. Ensuite, si on prend 10% de marge de sécurité avec le même prix moyen et le même prix actuel, on aurait un prix d'achat qui devrait être maximum de 55,52 $. Encore une fois, on va être totalement bon avec une plus grande marge de sécurité, ce qui est encore plus rassurant pour nous, investisseurs. Et pour finir, avec une grande marge de sécurité de 20% par rapport à la moyenne de la valeur intrinsèque, ce qui nous donnerait en fait 49,35 $ d'achat. Donc théoriquement, on est légèrement au-dessus, mais on peut quasiment dire qu'on est dans ce range-là. Donc pourquoi ne pas s'intéresser à cette action qui a l'air d'être extrêmement bas par rapport à la valeur intrinsèque que j'ai calculée de mon côté? À toi de voir si c'est une action qui pourrait t'intéresser, bien évidemment. On va maintenant passer à la troisième et dernière action qui n'est autre que UPS, c'est le leader de la logistique qui voit lui aussi en fait son cours baisser depuis le début de l'année pour atteindre son plus bas sur un an, comme je vais te présenter dès maintenant. Il faut savoir que du coup, depuis janvier, l'action a perdu 11% malheureusement, ce qui est quand même énorme pour ce type d'entreprise. Il y a différentes choses qui ont causé cette baisse, mais encore une fois, notamment les conditions économiques et quelques affaires d'UPS. Mais
principalement du coup une baisse des commandes en ligne, etc. ont joué majoritairement dans la chute du prix et ça peut être un point intéressant d'entrée pour un investisseur long terme comme nous allons le voir. Premièrement, si on prend son ATH, donc son plus haut historique qui date de janvier 2022, donc qui est quand même plutôt récent par rapport aux autres ATH des deux autres entreprises, où l'action atteignait un prix de 226 dollars, il se négocie à l'heure actuelle à 155 dollars. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'action remontera à son plus haut historique, mais si c'est le cas, ça nous laisse quand même une grande marge de sécurité. Au niveau des points intéressants sur UPS, c'est notamment son dividende. À l'heure actuelle, il offre 4% de rendement, ce qui est quand même très élevé pour l'entreprise, mais surtout, il augmente de 10% par an sur les 10 dernières années, ce qui est juste exceptionnel pour une entreprise aussi ancienne. Ensuite, il faut savoir que le moat, donc l'avantage concurrentiel du PS, est très ancré dans l'entreprise. Premièrement, c'est évidemment les barrières à l'entrée pour se lancer sur cette activité. Pas tout le monde pourra concurrencer UPS à l'heure actuelle. Deuxièmement, c'est la stabilité de la marque et de l'entreprise. Tout le monde connaît UPS, tout le monde connaît le sérieux de la marque et beaucoup d'entreprises partenaires vont l'utiliser, ce qui va renforcer la fidélité de ses clients. En plus de cela, ils utilisent des technologies et des innovations propres à eux qui permettent aussi de devancer ses concurrents et de dégager plus de marge. Et enfin, ils ont un réseau mondial qui n'est pas négligeable pour l'entreprise. Et si en plus de ça, tu as un investisseur qui aime voir des entreprises plus anciennes et qui sont bien ancrées dans le paysage, il faut savoir qu'UPS existe depuis plus de 100 ans, même si ça ne prédit pas en fait l'avenir de l'entreprise et si elle va continuer d'exister ou si elle va faire faillite, mais c'est déjà un gage de sécurité en plus pour l'investisseur. Mais ce n'est pas tout, car UPS possède également malheureusement quelques points désavantageux. Notamment le ralentissement de l'activité en 2023. Il faut savoir que sur un an, les revenus de l'entreprise ont diminué de 10,9%, ce qui est quand même assez colossal. Et enfin, il faut savoir que son earning per share, donc en fait son revenu par action, il va quant à lui baisser de 22,8%, ce qui est quand même colossal, mais attention, c'est à mettre en perspective, ce sont des indicateurs court terme. Si tu es un investisseur long terme, tu dois un petit peu moins t'en inquiéter, juste vérifier que la tendance repart à la hausse dans les mois et les années à venir pour être sûr de ne pas faire d'erreur, même si ça reste des indicateurs qui sont quand même corrélés à l'économie actuelle et donc forcément, on ne peut pas avoir de grande réussite là-dedans. Et on va directement passer sur mon ordinateur, voir toute l'analyse qualité du PS et à quel prix je serais prêt à l'acheter. On va donc finir l'analyse avec UPS, avec les mêmes indicateurs que BlackRock, avec le premier qui sera la croissance annuelle du free cash flow sur les 5 dernières années, qui dépasse largement les 8% que j'attends, avec 40% par an. Attention, parce que celui-ci est quand même très variable. Il faudra faire attention et l'analyser dans les années à venir. Deuxièmement, et ça c'est le même problème que BlackRock, malheureusement, son chiffre d'affaires est en dessous de 10% par an de croissance annuelle. On est à 8,9%, donc on y est quasiment, à voir si ça peut augmenter dans les années à venir. Également, le free cash flow sur payout ratio est largement en dessous des 70%, comparé à BlackRock qui était très limite. Ici, on est à 56% par an, donc ça nous laisse une grande marge de sécurité. Enfin, la croissance du free cash flow par action est largement différente du free cash flow classique. Ici, on est non pas à plus 40% par an, mais bien à 13,3% par an. Donc, on est largement en dessous du classique, mais par contre, on est bien au-dessus de l'indicateur de 8% que j'estime regarder de mon côté. La dette sur EBITDA, on est largement en dessous des 3 ans, on est à 0,97. Donc là, on est encore une fois très bon, à voir que ça n'augmente pas et qu'il ne s'endette pas trop dans les années à venir. Et au niveau du coût de l'émission d'actions, là, c'est un petit peu plus tendu sur les dernières années. On est limite au 0% avec moins 0,1% par an. Donc, ça reste dans le vert, mais à regarder qu'il ne commencerait pas à émettre des actions, ce qui pourrait diluer nos positions. Et enfin, pour finir, la valeur intrinsèque du coup de cette action que j'ai calculée, encore une fois, avec la marge de sécurité de 5%, de 10% et de 20%, avec la moyenne du coup des 4 indicateurs, nous donnerait pour le premier cas un prix moyen de 167 dollars pour un prix actuel de 155 dollars. Donc, la valeur intrinsèque semble être au-dessus du prix auquel est négociée l'action à l'heure actuelle. Mais par contre, si on met 5% de sécurité supplémentaire à notre achat, ça nous ferait un prix maximum pour l'acheter de 159 dollars. Donc là, on est encore une fois tout à fait bon pour l'acheter à l'heure actuelle. Par contre, si on veut plus de sécurité et avoir 10% de marge, on passerait à 151 dollars. Donc, ce qui nous fera attendre encore un petit peu le temps que l'action baisse, même si ce n'est pas dit que celle-ci aille chercher ses points les plus bas. Si c'est un prix qui t'intéresse, n'hésite pas en fait à créer une alerte sur ton courtier, notamment Trade Republic par exemple. Et enfin, si tu veux vraiment énormément de sécurité, on va taper les moins 20%, mais ça m'étonnerait fortement qu'on aille chercher les 134 dollars pour UPS.
même si celle-ci est une action qui est en train de baisser depuis le début de l'année, ça m'étonnerait fortement. Après, si tu es un investisseur long terme qui préfère attendre une grosse opportunité et une grosse correction qui n'est pas sûre d'arriver, tu peux très bien attendre ce prix-là. Mais voilà à quel prix j'achèterai UPS. Tout dépendra maintenant du coup du niveau de risque auquel tu es prêt à l'acheter. Moins 5% de sécurité, moins 10 ou moins 20. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur l'analyse d'actions, je t'ai analysé en détail Realty Income et je vais t'expliquer si oui ou non c'est le crash final sur cette action ou si c'est le bon moment de l'acheter. On se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.